Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de questions d'actu qui s'intéresse ce soir aux retraites et à l'assurance de manière générale. Alors, il faut savoir que depuis que l'économie nationale traverse une période de perturbation, l'importance des caisses d'assurance est largement abordée par les médias. Alors un peu plus pour la caisse de retraite qui affiche une situation encore difficile avec l'aggravation des déficits de la CNR qui sont dus essentiellement à la croissance modérée des recettes de cotisation. Alors il faut savoir qu'on estime à 39 millions d'Algériens couverts par les caisses d'assurance, soit la CNAS ou la CASNOS. À ce chiffre vient s'ajouter celui bien sûr de la CASNOS qui a considérablement augmenté. Et bien évidemment, les retraités dont le nombre a dépassé ou est estimé à 3,2 millions de retraités, autrement dit 3 millions 200 000. Alors, beaucoup de questions, notamment et surtout sur l'équilibre financier des caisses de la sécurité sociale. Quel bilan pour les trois et quelles perspectives aussi? Un débat que nous allons aborder ce soir avec les premiers responsables de ces trois secteurs, à savoir Monsieur Dr Chouki Achaq Youssef, vous êtes directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés à la CASNOS. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bonsoir. Également avec nous, Dr Tijani Hassan Haddam, vous êtes directeur général de la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés, la CNAS. Merci d'être avec nous ce soir. Également avec nous, M. Slimane Louka, vous êtes directeur général de la Caisse nationale de retraite, la CNR. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi. Alors je commencerai avec vous, Monsieur Chouki Achaq Youssef. Donc, la CASNOS qui a occupé la scène médiatique ces derniers temps, notamment avec les différentes réalisations que vous avez pu réaliser. Je parlerai principalement de l'intégration de l'informel. Oui, alors tout à fait. En fait, il a fallu... Vous savez que pour la CASNOS, donc pour les non-salariés, la problématique, c'est que la cotisation n'est pas quérable, elle est portable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prise à la source. Et il faut que ce soit les non-salariés qui viennent eux-mêmes donc pour cotiser et pour faire l'acte de cotisation. Donc d'où la difficulté. Donc il a fallu alors faire beaucoup de communication, comme vous le dites. Il a fallu occuper la scène médiatique pour arriver justement à inclure justement cette culture de sécurité sociale en ce qui concerne tous les non-salariés, dont aussi les agriculteurs. Donc vous voyez que c'est une marche très large. Et parmi eux, donc, on a bien sûr l'informel qui reste, en tout cas pour nous, un challenge et un défi. On sait très bien que toute économie où l'informel est prégnant est une économie pratiquement en danger, en fait. Et donc il faut absolument faire en sorte que l'informel s'intègre et soit intégré dans une activité économique formelle. Alors pour cela, vous savez, il n'y a pas 36 000 manières de faire. Et la meilleure manière, et le BIT l'a compris, parce que c'est une des résolutions du BIT aussi, c'est d'introduire justement, d'inclure l'informel par la couverture sociale. Vous savez, quand vous allez voir quelqu'un qui travaille dans l'informel, un non-salarié, donc un artisan, un maçon, un électricien, un plombier qui travaille à son compte, et si vous lui dites, venez, faites toutes les démarches administratives et vous devez payer des impôts, eh bien, il ne viendra pas. Et donc la meilleure manière de faire, c'est justement de lui accorder une couverture de sécurité sociale, une protection sociale, parce que quel que soit l'informel et quels que soient les revenus de la personne qui est dans l'informel, il y a toujours une marge de précarité et donc en fait une angoisse pour ce qui peut lui arriver à lui et donc de laisser en déficit et sa famille et en difficulté donc tous ses ayants droit. Et on sait que la sécurité sociale est très large en ce qui concerne les ayants droit. Donc à ce niveau-là, nous avons fait une opération pilote, je dirais, et de manière volontariste, puisque nous avons touché à peu près 17 000 personnes. Et donc nos contrôleurs ont fait un constat d'activité pour ces personnes-là. Ensuite, nous les avons accompagnés vers les chambres d'artisanat et des métiers. Et à ce niveau-là, donc, il y a eu un retour et ces personnes ont eu une couverture. Donc sur les 17 000, 7 000 ont déjà régularisé leur situation. Alors, en fait, l'opération a été menée conjointement avec nos amis donc, de la Chambre des arts, donc de l'artisanat et des métiers. Et il a fallu donc à ce moment-là faire un constat d'activité, les accompagner donc vers ces chambres-là. Au niveau des chambres, imaginez quelqu'un qui n'a jamais étudié,
qui est autodidacte, qui a appris donc à être maçon, à être plombier, électricien et autres, et qui commence à travailler. Dès qu'il est pris en charge à notre niveau et que nous l'accompagnons au niveau de la Chambre des arts, de l'artisanat et des métiers, donc à ce niveau-là, ils lui font un test de compétences. Et on lui délivre une attestation de compétences. Alors imaginez quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais eu de diplôme et qui sort avec justement cette attestation. Et nous avons eu à voir beaucoup de non-salariés artisans qui les ont encouragés. Et ils ont d'ailleurs accroché donc dans un cadre, accroché ça dans leur maison. Ils étaient très fiers de cette démarche. Deuxième aspect, donc après cela, ils viennent s'affilier et ils ont ensuite une carte d'artisan. Donc ils ont une identité professionnelle. Ils existent en tant que professionnels. Et avec cette carte d'artisan, ils viennent cotiser. Ils ont une couverture, ils ont une carte Chifa, ils ont toute la couverture pour eux et ils ont aussi une retraite en fin de parcours. Donc vous voyez que c'est une personne qui est dans le néant, sur le plan purement d'identité professionnelle, qui est dans la précarité et qui ensuite est absorbée par le système de la sécurité sociale et intégrée donc dans l'économie formelle. Je crois que là c'est une réussite que nous avons donc mis en place et là nous allons institutionnaliser la démarche, puisqu'il va y avoir bientôt une convention, donc je le dis en avant-première, une convention entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère donc, du Tourisme et de l'Artisanat, pour que justement cette coopération se fasse entre la CASNOS et les chambres d'artisanat. Donc on va institutionnaliser la démarche, la généraliser, et je crois que c'est la meilleure manière justement d'intégrer donc, les gens qui sont dans l'informel, et ça va bien sûr grossir les flots des cotisants donc, de la CASNOS, de manière à ce que la CASNOS absorbe et ait encore une meilleure santé financière. Alors, on demande à la CASNOS, entre autres, de pallier ce déficit qui est l'informel dans l'économie nationale, sauf que la CASNOS ne dispose pas, ou est-ce qu'elle dispose des mécanismes efficaces, je dirais même coercitifs, pour sévir? Alors, écoutez, le meilleur mécanisme, c'est le mécanisme de l'explication, de la sensibilisation, et je pense qu'il a fait ses preuves dans la mesure où nous avons fait beaucoup de communication à travers les médias, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi de la communication de proximité, puisque nous avons utilisé tous les moyens et nous avons été même vers les moyens traditionnels comme le barrah par exemple dans les zones rurales. Et finalement, ça a porté ses fruits, puisque lorsque vous voyez les chiffres de la CASNOS, nous sommes dans une trajectoire ascendante. Et nous avons, bon an, mal an, chaque année augmenté avec des chiffres quand même conséquents et même une augmentation à 2 chiffres. Donc ça nous a d'ailleurs mis à l'abri de difficultés, notamment en ce qui concerne les retraités, puisque maintenant nous sommes passés à 2,7 cotisants pour un retraité, nous sommes à 4,1 cotisants pour un retraité, et les projections des études actuarielles pour 2025 nous donnent à 6 cotisants pour un retraité. Donc nous sommes totalement à l'abri en ce qui concerne la branche retraite. Mais il est évident aussi que nous devons faire beaucoup, puisqu'il y a quand même près de 50% qui ne cotisent pas ou cotisent très peu. Et il est inadmissible, effectivement, que quelqu'un vienne cotiser un minimum qui est en deçà de ce que cotise le salarié qui est au SMIC. Et il est inadmissible que, par exemple, un propriétaire, donc quelqu'un non salarié, qui est patron d'entreprise ou autre, ou un médecin qui travaille dans un cabinet privé, et qui a quelqu'un qui travaille chez lui qui va cotiser plus que lui. Donc c'est quand même inadmissible. Et c'est pour cela que très souvent nous sommes appelés à faire des redressements qui peuvent entraîner bien sûr des grincements de dents, ça va de soi, mais à la longue, les gens ont fini par accepter, ils ont fini par comprendre, et nous sommes toujours dans une attitude d'explication et de sensibilisation, et nous utilisons la coercition et vraiment le contentieux en dernier recours. On pourra y revenir après. Alors, Monsieur Melouka, je présume que la caisse de retraite affiche ces derniers temps, depuis quelques années, donc un déficit qui va un peu crescendo. Alors d'année en année, il augmente. Cette année, on est à, je crois, 560 milliards de dinars de déficit. Vous avez déjà expliqué aux médias que ce déficit va encore s'aggraver. On s'attend à 600 milliards de dinars de déficit pour l'année 2019. Alors, y a-t-il un moyen efficace pour pallier à ce problème? Merci. Je voudrais tout d'abord revenir sur le fait que la Caisse nationale des retraites actuellement prend en charge, tel que vous l'avez précisé, un peu plus de 3 200 000 bénéficiaires d'avantages de retraite. Quand on parle d'avantages de retraite,
il y a les pensions de retraite et il y a les allocations de retraite, ainsi que les pensions de reversion et les allocations de reversion qui sont dirigées vers les ayants droit, notamment les conjoints, les enfants, ainsi que les ascendants ou autres collatéraux qui ouvrent droit dans le cadre réglementaire. Pourquoi la caisse de retraite en est arrivée à cette situation? En fait, il faudrait que le téléspectateur comprenne que la prise en charge financière de ces dépenses en matière de retraite provient principalement des cotisations qui sont donc versées auprès de la CNAS. Actuellement, nous sommes à un taux de 18,75% sur les 35% qui sont perçus par la CNAS. Donc, à hauteur, le financement de la CNR est assuré à 80% par la CNAS en matière de cotisation des travailleurs. Les 20% restants, qui sont versés régulièrement par l'État, c'est pour soutenir les petites pensions donc par rapport à un complément différentiel, parce que la réglementation prévoit aujourd'hui qu'un bénéficiaire de retraite ne perçoive pas moins d'un certain montant. Donc l'État vient en compensation à hauteur de 20% par rapport au financement de la caisse de retraite. La problématique qui s'est posée, c'est qu'au fil des années, il y a eu donc une augmentation très importante en matière de bénéficiaires, notamment par les personnes qui sont parties dans le cadre de la retraite, ce qui est appelé communément retraite anticipée, alors qu'en fait, il s'agit d'un dispositif de pré-retraite qui a été mis en place en 1997, donc dans un contexte particulier à l'époque, puisque le pays à l'époque traversait une période conjoncturelle sur le plan financier, qui s'est vu imposer donc certaines restrictions, dont justement la mise en place de ce dispositif qui permettait à l'époque, donc, et jusqu'à ces derniers temps, aux travailleurs de pouvoir partir à un âge précoce, c'est-à-dire 50 ans pour l'homme et 45 ans pour la femme. Sachant que chaque départ en retraite, donc ce sont des cotisations qui s'arrêtent et une pension qui s'engage. Et donc, à partir des années 2012, il y a eu une problématique qui s'est posée pour nous, parce qu'à l'époque, en fait, il y a eu des augmentations de salaire très importantes qui ont engendré donc effectivement une rentrée d'argent assez conséquente à l'époque pour la caisse de retraite, mais qui malheureusement a été suivie d'un départ massif en retraite pour beaucoup de personnes qui atteignaient l'âge de 50 ans à l'époque, sachant que le calcul de l'avantage de retraite se fait sur les 5 dernières années, et sachant que beaucoup de ces personnes venaient de percevoir des rappels assez importants sur les 5 dernières années de 2007 à 2012, ce qui a engendré chez nous une baisse en matière de recettes et une augmentation importante en matière de pensionnés qui sont partis donc en retraite. Et c'est pour ça qu'en 2013 et en 2014, la Caisse a pu quand même, par le biais des encaissements effectués en 2012, qui ont quand même vu sa trésorerie un peu se relever, donc on a pu assurer le paiement, mais malheureusement, ce départ s'est accru au fil des années, notamment celui des personnes qui avaient atteint l'âge de 50 ans, je disais pour l'homme, et 45 ans pour la femme. Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où les bénéficiaires qui sont partis donc à un âge précoce, je dirais, parce que la réglementation prévoit en fait à ce que l'âge légal soit à 60 ans. Donc on a vu aujourd'hui, d'ailleurs on va peut-être vous passer dans un petit moment un graphe qui est très parlant, qui va illustrer un peu ce que je suis en train d'avancer. Donc puisque les partants, vous remarquerez donc en rouge les gens qui sont partis dans le cadre du dispositif précoce de départ en retraite à 50 ans pour l'homme et à 45 ans pour la femme, vous remarquerez donc que le nombre a évolué de manière très importante, notamment à partir de 2012, alors que la courbe en bleu, qui, elle, réfléchit donc les partants en retraite à l'âge de 60 ans, regardez comment elle a évolué de manière plus ou moins stable, et la courbe qui est en gris, donc c'est celle des pensions de reversion qui sont destinées aux ayants droit. Coefficient directeur important. Donc je reviens, si on peut éventuellement repasser le graphe, s'il vous plaît. Donc en 2008, nous étions à presque 2 millions de bénéficiaires. Alors que les bénéficiaires du dispositif de pré-retraite, regardez, il était de l'ordre de 300 à peu près, presque 400 000 bénéficiaires. Et il a évolué pour atteindre aujourd'hui un nombre de 1 80 000 bénéficiaires qui sont partis dans ce dispositif précoce. Je le répète encore une fois, départ précoce, donc pension de retraite précoce et cessation des rentrées en matière de cotisation. Donc c'est pour ça que le déficit s'est accentué au fil des années.
Et on a dû recourir malheureusement, à partir donc de 2015, à des apports en sus de nos recettes habituelles. On a dû donc recourir à des apports qui ont été assurés par la solidarité intercaisse. Et puis à partir donc de 2018, sachant qu'on avait donc on s'était beaucoup endetté vis-à-vis des caisses, en 2018, donc l'État a décidé donc de soutenir le système par un apport de 500 milliards de dinars à l'époque. Beaucoup de mesures ont été prises. Donc la première mesure qui a été prise, c'était justement d'abroger ce dispositif de départ à un âge précoce, et nous sommes revenus donc à partir de janvier 2017 à un départ à l'âge de 60 ans pour l'homme et à 55 ans pour la femme. Bien sûr, la femme qui prend en charge des enfants peut aller jusqu'à la limite de 3 enfants, donc elle peut même partir à 52 ans dans l'état actuel des choses. Nous avons d'autre part permis, par le biais de la nouvelle loi, la 1615, qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Donc on est revenu à une situation normale où les personnes ne peuvent pas, les travailleurs ne peuvent pas partir avant l'âge de 60 ans, comme pour l'homme, je disais. Par contre, la nouvelle disposition, c'est que le travailleur peut rester travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, s'il désire le faire. Beaucoup de personnes n'atteignant pas les 32 années d'activité pour pouvoir avoir le taux global ou le taux complet par rapport à un départ en retraite. Donc beaucoup de gens ont décidé. Donc c'est un dispositif qui a été très avantageux pour nous, puisque vous remarquerez sur la courbe qu'à partir de 2017, le nombre de partants dans le dispositif s'est stabilisé. Vous remarquerez aussi que sur la courbe bleue que les partants à l'âge de 60 ans connaissent aussi une certaine stabilité, parce qu'on a ouvert le champ aux gens donc, de pouvoir rester au-delà de 60 ans. Les autres dispositions qui ont été mises en place, il y a eu donc l'augmentation du taux, puisque jusqu'à 2015, nous étions à 17,75%. Nous sommes passés à 18,75% sur le taux donc, perçu par la CNAS. Et ce 1% nous a permis d'apporter quand même 30 milliards de dinars de plus annuellement. Il y a eu en sus donc, de dispositifs qui a été mis en place par l'État dans la loi de finances 2018 et l'apport des 500 milliards de dinars. Il y a eu un autre article donc, qui nous a permis de prendre un pourcentage sur la fiscalité douanière qui nous a quand même apporté un gain de l'ordre de 35 milliards de dinars pour l'exercice 2018, malgré le fait que le niveau des importations a baissé en 2018. Et donc ceci va être reconduit sur les années prochaines. Donc il y a eu une série de mesures qui ont été faites pour combler. Et l'État est toujours là pour assurer la continuité, notamment par le biais de la loi de finances 2019, qui va nous apporter un crédit supplémentaire de 600 milliards de dinars. Je tiens juste à vous confirmer une chose. Effectivement, le déficit de la caisse de retraite a connu une progression importante depuis 2015 jusqu'à 2018. Mais là, le déficit, même s'il est maintenu, il a tendance quand même à se stabiliser. Puisque vous imaginez, nous sommes passés à un déficit de 480 milliards de dinars en 2017 à 560 milliards en 2018. Et là, nous envisageons donc un déficit de l'ordre de 600 milliards de dinars qui va avoir tendance plutôt à se stabiliser. Alors justement, vu ce déficit, même s'il va en se stabilisant, pensez-vous que les mécanismes mis en place vont apporter ou avoir une incidence considérable pour réduire ce déficit? Les dispositions, donc j'ai parlé des mesures qui ont été mises en place, mais c'est vrai que le déficit aujourd'hui, il s'inscrit dans une problématique nationale. Vous avez parlé au début de votre intervention par rapport à l'économie nationale. Malheureusement, du fait que nos recettes sont basées principalement à hauteur de 80% sur les cotisations des travailleurs, actuellement, le problème de l'emploi se pose. Donc c'est pour ça que l'investissement aujourd'hui connaît un certain ralentissement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, durant ces dernières années, un développement en matière d'emploi. Mais ceci a tendance à se relancer, puisque nous prévoyons donc une relance en matière d'emploi, notamment pour l'année prochaine, qui va être à hauteur à peu près de 400 000 nouveaux emplois qui sont prévus, pour un nombre de dossiers qui est prévu chez nous de l'ordre de 100 000. Sachant que la cotisation, donc pour avoir un équilibre en matière de retraite, il faudrait qu'il y ait un niveau moyen de 5 cotisants pour un retraité. Malheureusement, la situation donc, que j'ai décrite il y a un petit moment a fait que le nombre de cotisants a baissé et nous sommes aujourd'hui uniquement à 2 cotisants pour un retraité. Mais si l'évolution en matière d'emploi
va connaître de l'essor. Et sachant que le nombre de partants en retraite est en baisse, donc vous imaginez si vous avez 400 000 nouveaux emplois, pour 100 000 dossiers de retraite déposés, il y aura quand même un certain rééquilibre qui pourrait donc s'inscrire, mais dans le temps. Alors, pour ce qui est de la CNAS, M. Hendam, si on fait un bilan de ces dernières années, bon, les 2 dernières années. Merci, M. Azeri. Bonsoir, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Merci de nous donner l'opportunité, cet espace de communication, d'information, de sensibilisation, et pour exposer à nos concitoyens quelles sont les projections futures et quelles sont les possibilités ouvertes. Donc, en ce qui concerne la CNAS, vous savez que le système de sécurité sociale dans son intégralité, il vit uniquement sur 99% sur les cotisations de sécurité sociale, et donc par conséquent, c'est grâce aux cotisations, que ce soit la part employeur ou employé, qui permet de pérenniser ce système. Et nous faisons le recouvrement pour la CNAC, pour la CNR et pour tout le système. Et par conséquent, le recouvrement, d'une manière générale, au niveau de la CNAS, se porte quasiment bien, malgré malheureusement quelques irrégularités que nous retrouvons chez les employeurs en matière d'assiettes de cotisation, en matière de déclaration de leurs employés. Et nous faisons un travail de fond dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de la pédagogie, pour faire venir à nous ces employeurs, ces travailleurs, pour que les travailleurs revendiquent leur droit d'être déclarés au niveau de la sécurité sociale, et pour que les employeurs déclarent leurs travailleurs avec une assiette de cotisation égale au salaire qui est dû à ces travailleurs. Nous faisons un travail de proximité, un travail de sensibilisation, mais aussi nous faisons, grâce à la mutualisation des moyens, grâce aux sorties avec la CASNOS, avec l'inspection du travail dans les brigades combinées, nous faisons un travail de contrôle, et nous sommes sur le terrain de jour, de nuit et même le week-end pour pérenniser ce système. Parce qu'en fait, c'est grâce aux cotisations de nos assurés sociaux que la CNR peut donner les pensions aux retraités. C'est grâce aux cotisations de la sécurité sociale que nous pouvons donner des prestations. Que ce soit les prestations, vous savez que tous les risques sont couverts dans notre pays, que ce soit les prestations en assurance maladie, telles que les arrêts de travail, tels que le remboursement des médicaments, ou les accidents de travail, la maternité, tous les risques sont couverts. Pour que nous puissions donner les prestations au niveau requis à nos assurés sociaux et leurs ayants droit, qui est un droit constitutionnel. Et donc nous devons avoir un recouvrement en adéquation, et pour que nous puissions développer nos prestations, il faut qu'il y ait déclaration. Il faut que nous recouvrons au maximum des capacités de la CNAS, mais aussi il faut que le citoyen et l'employeur soient sensibilisés qu'en fait, la pérennité du système de sécurité sociale est l'affaire de tous, est l'affaire de la société. C'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen, c'est un projet sociétal. Et par conséquent, lorsque le travailleur est déclaré, lorsqu'il est déclaré au prix voulu, nous pouvons pérenniser notre système et nous pouvons donner des prestations de qualité. Alors, quels sont les avantages de notre système de sécurité sociale dont on ne parle pas beaucoup, alors qu'on dit qu'il est parmi les plus performants, notamment dans notre région? Oui, il faut savoir que
Nous avons un des meilleurs systèmes. Dans notre région, c'est le meilleur système. Mais on a aussi un système concurrentiel, même dans les systèmes développés, même dans les systèmes où la protection sociale est véritablement en adéquation par rapport au développement économique du pays. Et par conséquent, déjà, au niveau de notre système, non seulement les assurés sociaux et leurs ayants droit sont pris en charge par la CNAS, mais l'État, dans sa mission de service public, dans sa mission de protection des citoyens, elle couvre toutes les catégories particulières. Et c'est pour cela que l'étudiant est pris en charge, le moudjahid, toutes les catégories particulières sont prises en charge dans le cadre de la protection et dans le cadre de la prise en charge des différents risques. Il faut savoir aussi que tous les risques sont couverts au niveau de la CNAS, au niveau de notre pays. Tous les risques sont couverts et donc il faut savoir aussi que nous avons, grâce au système Chifa, nous avons pu dématérialiser la relation qui existe entre l'assuré social d'une part avec le pharmacien et le pharmacien avec la CNAS d'autre part, et nous avons amélioré grandement la prise en charge de nos assurés par l'accès aux soins, par la facilitation, par le traitement en ce qui concerne les maladies chroniques, et que ce soit pour les malades eux-mêmes ou les ayants droit. Il faut savoir aussi que notre système est large dans le cadre des ayants droit, et même on est arrivé même au 3e degré où il peut être pris en charge par l'assuré affilié. Alors, je reviens à vous, Monsieur Choukhri Achaq Youssef. Vous avez parlé tout à l'heure du poids de l'informel, du rôle que peut jouer la CASNOS dans l'intégration de différents secteurs d'activité travaillant dans l'informel, donc dans l'économie formelle, mais ça reste tout de même un travail multisectoriel. Oui, c'est forcément un travail multisectoriel. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons passer une convention avec nos amis donc, du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, parce que la Chambre de l'Artisanat a un rôle à jouer. Si je prends le cas des agriculteurs, on sait que la culture de la sécurité sociale chez les agriculteurs est très difficile à mettre en place. Vous savez, on était à 3% d'affiliés parmi les agriculteurs, on est à 18%, le chiffre reste très bas. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation. Là aussi, c'est un travail multisectoral. Il faudrait que le secteur de l'agriculture, avec toutes les composantes associatives et autres, s'engage un peu plus pour qu'on puisse justement les toucher et les intégrer. Mais je pense que la meilleure manière justement de les intégrer, c'est qu'ils sachent, vous savez, la pire des choses, c'est que lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on a un parent, lorsqu'on a un ayant droit et qu'on n'arrive pas à le prendre en charge, et on le voit, et on est totalement démuni parce qu'on ne peut pas lui donner des médicaments, c'est bien beau de faire une consultation, quand même elle serait gratuite. Mais après, il faut bien avoir des médicaments. Or, le système Chifa, par exemple, lorsque la personne se présente chez le pharmacien, elle prend ses médicaments sans avoir à débourser et avoir de l'argent frais sur soi-même. Et c'est la sécurité sociale, que ce soit la CNAS ou la CASNOS, qui prend en charge directement ce malade. Vous savez, c'est extraordinaire quand même, dans la mesure où la personne, cette précarité, déjà vitale sanitaire, vitale, est déjà prise en charge par la Sécu. Donc c'est un des éléments essentiels, ce sont les leviers justement pour lesquels on arrive à intégrer, que ce soit les gens qui sont dans l'informel ou les gens qui sont formalisés mais qui ne cotisent pas, ou alors les gens qui ne sont pas déclarés justement et qui ne viennent pas. C'est une manière justement de les intégrer. Quand vous avez quelqu'un qui fait une insuffisance rénale et qui est tenu d'avoir une machine tout le temps parce que ses reins sont totalement défaillants, et lorsqu'il doit faire d'hémodialyse, vous savez, payer 6 000 dinars la séance d'hémodialyse et faire 3 à 4 séances de dialyse par semaine, ça n'est pas évident. Et donc la sécurité sociale, bien sûr, il y a les structures de l'État, donc publiques, mais on sait qu'elles sont insuffisantes. Et il y a aussi les structures privées et qui sont conventionnées avec la sécurité sociale. Si je prends le cas de la chirurgie cardiovasculaire, vous savez, un acte de chirurgie cardiovasculaire coûte excessivement cher. Et ce sont des choses qui nous tombent dessus et on n'est pas prêt, nous n'avons pas les moyens disponibles. Et là aussi, la sécurité sociale intervient et par ce système justement de solidarité et de répartition, que ce soit une personne qui cotise très peu ou qui cotise beaucoup, en fonction des revenus bien sûr, c'est ça le principe solidarité, la personne est prise en charge. Et ça c'est un élément essentiel justement pour faire venir les gens vers la sécurité sociale et leur donner cette couverture. Et je crois donc qu'à partir du moment où les gens ont compris l'intérêt
d'avoir une couverture. Docteur Adam tout à l'heure disait effectivement il y a les ayants droit. Vous savez, quand une personne cotise, il y a le conjoint qui est pris en charge. Il y a les ascendants de l'assuré et du conjoint. Donc vous imaginez, les parents et les beaux-parents. Si les grands-parents sont encore vivants, eux aussi peuvent être pris en charge. Il y a les enfants, il y a les collatéraux. Lorsqu'il s'agit de femmes, une tante, une sœur, une nièce peut être prise en charge. Regardez, un seul cotisant, tout ce qu'il va couvrir comme ayant droit. C'est quand même inadmissible que des gens continuent à ne pas vouloir cotiser et laisser tous ces gens-là dans la précarité et dans le risque, un risque permanent. Et en plus de ça, la casse-noce par exemple, nous faisons, vous savez, c'est une caisse complète, on fait le recouvrement, on donne les prestations et on donne la retraite aussi. Alors imaginez toutes ces personnes-là, si quelqu'un décède du jour au lendemain, il a un capital décès. Mais en plus, il a aussi une pension qui est assurée à ses ayants droit. Quand il va partir en retraite, il aura une retraite. Et s'il décède, il y a une reversion de pension de retraite pour les ayants droit. Donc imaginez toute cette couverture, et c'est un acquis extraordinaire, et que toute cette couverture, on fait fi de l'avoir parce qu'on ne veut pas cotiser. C'est quand même inadmissible. Et c'est là où notre rôle, justement, c'est bien sûr de sensibiliser, mais aussi c'est de passer à la coercition quand les personnes ne cotisent pas. Parce que c'est une obligation qui est faite, une obligation légale, et donc si les gens ne pensent pas à cotiser eux-mêmes, si un employeur ne cotise pas pour ses employés, la réglementation est là pour être très sévère vis-à-vis d'eux. De même que quelqu'un qui ne cotise pas et qui ne donne pas une couverture à sa famille, eh bien, la réglementation l'oblige à le faire. Et là, à ce moment-là, il y a de la coercition. Et nous envoyons les gens, bien sûr, au contentieux. Et il y a des poursuites, ce qui est tout à fait normal. Donc, en fait, nous sommes dans une double logique. C'est celle de sensibiliser, d'expliquer, de mettre en valeur tous les bienfaits de la cotisation et donc de l'acte de venir à la sécurité sociale et d'avoir cette protection. Et puis, bien sûr, dans le cas où les personnes ne viennent pas, eh bien, nous allons à la coercition. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des problèmes qui se posent dans les zones rurales, notamment dans des secteurs comme l'agriculture. D'autres secteurs aussi affichent un déficit en matière de déclaration, comme le secteur de la sous-traitance dans le secteur du bâtiment. Oui, alors en fait, bien sûr, pour les non-salariés, il s'agit de personnes qui travaillent à leur compte, nonobstant, bien sûr, les personnes qui travaillent chez eux, donc les employés qui relèvent, eux, donc de la CNAS. Mais déjà, à ce niveau-là, nous avons deux problèmes. Il y a ceux qui ne cotisent pas, donc qui ne s'affilient pas et qui ne cotisent pas, mais il y a aussi la sous-déclaration. Alors, il est inadmissible, encore une fois, que quelqu'un qui a des revenus importants va déclarer des revenus, j'allais dire, au minimum pratiquement. Et il est inadmissible qu'on ne cotise pas à hauteur de ses revenus. C'est ça le principe de solidarité. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, lorsqu'ils cotisent, on vous dit, oui, vous avez un système déclaratif. Oui, c'est un système déclaratif. Mais bien sûr, la déclaration, nous la prenons, la personne cotise, mais nous faisons un contrôle. Et s'il s'avère que la personne a plus de revenus, de même que là, j'aimerais justement lever une équivoque qui est très souvent non comprise par nos concitoyens. On dit pourquoi dans tel wilaya ou dans tel endroit, par exemple, le commerçant X va cotiser tant, et un autre cotisant qui fait la même activité va cotiser 2 ou 3 fois plus. Mais parce que le deuxième commerçant peut être dans une zone qui est plus active, il a plus d'employés, donc forcément qu'il y a plus d'activités, plus de revenus. Et puis il n'est quand même pas admissible que qu'un employeur puisse, lui, cotiser moins que son employé. On sait que le minimum que paye un employé qui est au SMIC est de 72 000 dinars l'année. Et parallèlement, le minimum que veut payer parfois l'employeur, c'est la moitié. C'est quand même pas admissible. Il y a quand même un minimum. Et donc là, nous sommes en train justement de lutter non seulement contre la non-affiliation, contre le fait que beaucoup ne cotisent pas, mais aussi contre le fait que les gens cotisent, sous-déclarent et cotisent moins qu'ils ne le font. Alors, ils sont pénalisés. En ce qui concerne les employés, ils les pénalisent parce qu'ils sortent avec une retraite minime, alors qu'ils ont droit à une meilleure retraite. Et pour les employeurs, ils s'automutilent en fait, puisqu'ils risquent de partir avec une retraite moindre. Et Dieu sait que nous avons même changé la réglementation, puisque nous l'avons fait évoluer. Et là, ils ont la possibilité de mieux cotiser, d'avoir un plafond plus élevé en ce qui concerne les cotisations, et donc un plafond plus élevé en ce qui concerne la retraite. Et je crois que là, il est indéniable que beaucoup de gens l'ont compris,
C'est un peu aussi la raison pour laquelle la CASNOS maintenant est dans une bonne situation financière, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous avons encore plus de 50% de personnes qui ne cotisent pas ou qui cotisent très mal. Et c'est le rôle justement qu'ont nos contrôleurs. Et nous le faisons justement avec la CNAS, puisqu'il y a une mutualisation des moyens. Nous avons nos contrôleurs qui sortent, donc avec la CNAS, avec l'inspection du travail. Et lorsque les brigades se déplacent, eh ben, ils font un contrôle tout azimut, aussi bien en ce qui concerne l'employeur lui-même, s'il ne cotise pas en tant que non-salarié, et les employés, donc qui eux aussi ont droit à une couverture et donc à une cotisation. Une cotisation. Alors, M. Andem, connaît-il la situation de la main-d'œuvre étrangère, de l'incidence qu'elle a sur la caisse d'assurance? La main-d'œuvre étrangère, comme la main-d'œuvre en Algérie, ils sont soumis à deux choses. Ils sont soumis à un permis de travail. Ils doivent avoir un permis de travail. Et avec le permis de travail, ils doivent se déclarer à la sécurité sociale et donc par conséquent à la CNAS. Et tout étranger qui n'a pas ce permis de travail n'a pas le droit de travail en Algérie. Et donc, par conséquent, celui qui n'a pas de permis de travail, il ne peut pas travailler et donc il ne peut pas être affilié à la sécurité sociale. Et nous faisons, dans le cadre de nos contrôles, dans le cadre des brigades mixtes avec l'inspection du travail, nous faisons un travail de contrôle pour détecter ces anomalies, que ce soit pour le permis ou pour la déclaration. Et qui pourrait avoir une incidence sur la caisse de retraite, M. Melouka. Effectivement. Donc tout apport en matière de cotisants serait un plus pour nous. D'ailleurs, nos collègues ont parlé justement de la sous-déclaration ou de la non-déclaration, qui donc forcément a un impact négatif sur nos recettes. Donc c'est pour ça que nous avons tendance donc à travailler tous ensemble dans l'optique du recouvrement optimal, bien sûr en procédant beaucoup plus à la sensibilisation, à la communication, à l'explication des avantages qui sont octroyés par le système. Vous avez parlé de système avantageux. Je pourrais vous dire que le système de retraite aussi est très avantageux en Algérie, puisque le panel des ayants droit bénéficiaires des pensions de reversement est très étendu. Notre ami donc a cité un peu les différents bénéficiaires, contrairement à certains pays qui connaissent des situations financières peut-être meilleures, mais qui ont un système de sécurité sociale et de retraite beaucoup plus restrictif. En parallèle par rapport à cette histoire de recouvrement, donc il y a des réflexions qui sont engagées au niveau sectoriel et au niveau intersectoriel pour essayer de trouver des solutions d'appoint. Mais on le répète encore une fois, ce sont les cotisations des travailleurs qui doivent être assurées de manière pérenne pour pouvoir renflouer nos caisses de manière conséquente. J'ajouterai à cela, malgré le fait que nous traversons des turbulences, nous procédons quand même aux revalorisations annuelles des pensions de retraite, des avantages de retraite, puisque sur les 10 dernières années, nous avons atteint quand même un taux de revalorisation qui a dépassé les 80%. En sus de la revalorisation exceptionnelle qui a été prévue par la loi de finances 2012 sur décision à l'époque de M. le Président de la République, qui a atteint un niveau jusqu'à hauteur de 30% de revalorisation exceptionnelle en 2012. C'est dire ainsi quels sont les avantages qui sont octroyés par le système, en sus du fait que, à titre d'exemple, on citera donc la revalorisation de l'année passée, qui a quand même octroyé 5% d'augmentation pour les pensionnés de 20 000 dinars et moins, et à des niveaux un peu plus bas pour les autres pensions. Tout ça est un système de sécurité sociale qui est mis en place donc, dans ces différents démembrements pour l'assistance du citoyen et du retraité de manière particulière. Mais donc la condition sine qua non aujourd'hui pour que le système soit rééquilibré dans le temps, on en a parlé tout à l'heure, donc il faut continuer donc à communiquer, à expliquer, à sensibiliser l'apport bénéfique du recouvrement. Et comme on l'a aussi cité, donc avec la relance économique, on pourrait développer un peu plus l'activité, donc connaître un peu plus de cotisants avec une stabilisation du nombre de partants en retraite. On pourrait dans les années à venir trouver un certain équilibre. Alors, en guise de réforme, certains spécialistes suggèrent la mise en place de taxes de solidarité comme cela se fait ailleurs. Pensez-vous que l'Algérie aura peut-être l'obligation d'y recourir dans un futur proche,
d'autant plus que le déficit augmente. L'exemple frappant, c'est celui de la fiscalité douanière, je l'ai cité tout à l'heure, qui nous a quand même apporté avec 1% pour l'exercice 2018, et je l'ai dit tout à l'heure, malgré la baisse des importations sur cet exercice, qui nous a quand même donné 35 milliards de dinars d'apport. Si ce genre de taxe est mis en place pour d'autres dispositions, nous aurons certainement des rentrées assez conséquentes. Je l'ai dit, les groupes de travail qui sont mis en place au niveau sectoriel ou intersectoriel peuvent donc trouver des solutions dans ce sens, en sus bien sûr des décisions qui sont prises par le gouvernement dans ce sens. Sachez que le gouvernement et M. le Président de la République lui-même s'attelle sur le suivi particulier et permanent des dépenses de la caisse de retraite, et donc tous les moyens sont mis en place afin d'assurer la pérennité des paiements, chose qui se fait donc régulièrement. Et si les apports financiers viendront, donc ça nous permettra de renflouer, de rééquilibrer et peut-être même de procéder au remboursement de nos dettes vis-à-vis des caisses de sécurité sociale et vis-à-vis du Fonds national d'investissement. Alors, en termes de sécurité sociale, M. Haddam, une question très récurrente qui revient donc à chaque fois, elle concerne le remboursement des consultations chez les médecins spécialistes privés qui restent en deçà de ce qui peut être fait, peut-être. Effectivement, vous parlez peut-être de la nomenclature générale des actes professionnels qui date d'un certain nombre d'années et qui, véritablement, en ce qui concerne la consultation, est en deçà. Vous avez tout à fait le droit, et bien sûr, de dire cela, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les caisses de sécurité sociale, que ce soit la CNAS ou la CASNOS, ont mis en place, sous l'autorité du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, un conventionnement du médecin traitant avec un parcours de soins où on a replacé le médecin généraliste au centre d'un parcours de soins avec une organisation de soins et de consultations, notamment pour les retraités et pour les malades chroniques, par rapport à un parcours de soins organisé, structuré et normalisé. Et comme ça se fait ailleurs, c'est-à-dire que nous avons mis en place le médecin traitant. Et nous avons un peu plus de 4000 médecins, que ce soit des généralistes ou des spécialistes, et qui sont conventionnés avec la CNAS. Ils sont conventionnés avec la CNAS, mais ce qu'il faudra savoir, c'est que pour les médecins qui ont choisi d'être conventionnés avec la CNAS, il y a un système de tiers payant pour nos assurés sociaux et leurs ayants droit dans le cadre de soins, dans le cadre de consultations, d'examens complémentaires en rapport avec les maladies chroniques, les maladies chroniques, ce sont les plus pourvoyeuses de dépenses en matière d'assurance sociale. Et donc, par conséquent, lorsque vous choisissez ce système, l'assuré social peut avoir un tiers payant et il ne paye ni la consultation, il ne paye ni les examens complémentaires et il est pris en charge dans un parcours de soins qui est coordonné, qui est organisé, qui est bien balisé et qui évitera les complications des maladies chroniques qui sont pourvoyeuses de dépenses et qui sont délétères pour la santé de nos concitoyens. Par conséquent, ce système de tiers payant, il fait rémunérer les médecins généralistes et les médecins spécialistes pratiquement au prix qui est pratiqué dans la quasi-totalité de nos médecins privés. Alors, peut-être, allez-y, monsieur. C'est comment ça, effectivement. Il faut dire aussi que la sécurité sociale, c'est vrai qu'à chaque fois, on nous dit que la sécurité sociale prend en charge correctement les médicaments, elle prend en charge les pathologies, les lourdes pathologies conventionnées telles que la chirurgie cardiovasculaire, l'hémodialyse, mais que pour les remboursements, pour les actes médicaux et pour les actes radiologiques et biologiques, effectivement, la sécurité sociale ne les prend pas en charge correctement. C'est évident. Mais il faut dire aussi qu'on ne peut pas aller dans une spirale de prix qui est très souvent, qui augmente très vite, et la sécurité sociale ne peut pas aller vers ça. Parce qu'il y a quand même des moyens à mettre en place et on ne peut pas aller au-delà d'une certaine possibilité. Mais il ne faut pas oublier aussi que le système de sécurité sociale, en réalité, repose sur deux aspects essentiels.
et fondamentaux. Il y a les organismes de sécurité sociale, donc CNAS, CASNOS et bien sûr la CNR pour les retraités, mais il y a aussi les mutuelles sociales. Alors, il faudrait aussi qu'il y ait ce réflexe, non seulement, bien sûr, d'être assuré social, ce qui est tout à fait normal, mais aussi d'aller vers les mutuelles sociales. Nous avons 28 mutuelles sociales en Algérie. Et il n'y a qu'1 million à peu près d'adhérents aux mutuelles sociales. Et pourtant, elles offrent d'énormes prestations et elles peuvent prendre en charge justement ce gap donc, qui est rajouté par les assurés sociaux pour ces... Du fait qu'on ne les connaît pas ou on ne les médiatise pas assez? Alors, elles sont peut-être pas assez médiatisées, peut-être, mais c'est un acte volontaire, en fait. Hein. Ce n'est pas une obligation d'aller vers la sécurité sociale, vers la mutuelle sociale. Mais là aussi, il y a un travail à faire d'explication, de sensibilisation. Il y a une culture de la mutualité sociale qui doit exister en Algérie. Elle existe à travers le monde. Vous allez à travers le monde. Est-ce que cela ne va pas augmenter les dépenses? Pardon, elles ont leur sécurité sociale, mais elles ont aussi leur mutuelle qui prennent en charge le complément. Et c'est tout à fait normal et les gens le vivent très bien. Alors, chez nous, il faudrait aussi que les gens apprennent aussi à aller vers les mutuelles sociales. Je crois que c'est un langage de vérité à dire. Et on doit aller vers ça. Et c'est la meilleure manière, justement, d'avoir une couverture totale. Et je pense que les mutuelles sociales, à travers les prestations qu'elles donnent, à travers tout ce qu'elles donnent, et elles élargissent de plus en plus. Elles vont aussi aller, la mutuelle, par exemple, de la sécurité sociale, des travailleurs de la sécurité sociale, a décidé, par exemple, de mettre en place la retraite complémentaire. C'est une excellente chose, parce qu'on part avec 80%, et bien ils compléteront les 20%. Et donc ils auront en fait un salaire complet, ils ne perdront pas une fois en retraite. Donc ce sont des réflexes à avoir en ce qui concerne la mutualité sociale. Elle se doit de se développer, elle est déjà assez développée, nous avons 28 mutuelles, mais il faudrait aussi qu'elle soit renforcée par les adhérents. Et c'est comme ça qu'on a une couverture sanitaire totale et une couverture sociale totale. Il faudrait peut-être aller vers ça aussi. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, alors à peine 5 minutes. Allez-y, M. Moulouk. Je voudrais profiter de notre passage à l'antenne, justement, et du fait que nous sommes sur cette chaîne télé qui est regardée par notre communauté à l'étranger de manière particulière, pour leur annoncer en fait le projet de texte relatif à la retraite pour nos concitoyens qui sont installés à l'étranger, chose qui a été une doléance de nos concitoyens, notamment ceux qui sont installés donc, dans les pays qui ne disposent pas de système de retraite à leur niveau. Donc la loi de finances 2019 a prévu donc un article dans ce sens pour mettre en place un système de retraite pour les concitoyens installés à l'étranger. Donc le texte est en cours d'élaboration. C'est un texte qui va leur permettre donc de procéder au paiement de cotisations et donc de pouvoir bénéficier dans les années à venir d'une retraite au niveau du pays, bien sûr, au même titre que les retraités algériens. Ceci va être d'un apport complémentaire pour nous en matière de financement et puis aussi pour apporter un avantage supplémentaire à nos concitoyens. Le texte étant en cours d'élaboration, donc il verra le jour dans quelques temps. Voilà, merci. Je voulais terminer sur cette note positive pour rassurer un peu nos concitoyens à l'étranger. Et puis, il faut bien qu'on reste dans l'optimisme. Bien sûr. Alors, peut-être un dernier mot, M. Haddam, avant de refermer ce débat. Moi, c'est quand même une opportunité que vous nous offrez et pour vraiment informer, être proche de nos concitoyens, être proche de nos assurés sociaux et leur expliquer que ce système est pour eux et sans eux, il n'est rien. Et qu'on, par conséquent, lorsque tout le monde cotise, lorsque tout le monde est déclaré, tout est possible. C'est dans l'absence de déclaration, qui, je pense, est immoral pour le pays, est immoral pour le secteur, est immoral pour le système, est immoral pour les générations futures. Et donc, par conséquent, un système basé sur la cotisation ne peut être pérenne que lorsqu'il y a une prise de conscience collective, que ce soit en ce qui concerne les employeurs et les assurés sociaux, c'est-à-dire les travailleurs, pour que nous puissions développer notre système, pour que nous ayons, vous parlez de nomenclature générale des actes professionnels, tout est possible. Toutes les prestations peuvent être développées. Elles peuvent être véritablement à la hauteur des attentes de nos concitoyens, mais il faut que ce système, pour qu'il puisse avoir ce type de prestations, il faut qu'il y ait un recouvrement, des cotisations, une sensibilisation, une action citoyenne pour tous.
Merci, docteur Tidjani Hassan Dam. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés, la CNAS. Merci à vous également, Monsieur Slimane Melouka, donc directeur général de la Caisse nationale de retraite, la CNR. Et merci à vous également, docteur Chawqi Achaq Youssef. Vous êtes également directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, la CASNOS. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission, notamment à travers notre compte YouTube et Facebook qui s'affiche au bas de votre écran. Sinon, quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.